Alors bonsoir à tous pour ce second webcast de février organisé par le GUS. On va encore une fois parler de Power BI V2, mais cette fois-ci on va parler un petit peu plus de fonctionnalités avancées. On va pas s'attarder sur les fonctionnalités ou les nouveautés qu'on a dans Power BI V2, et on va se concentrer sur justement les quelques deux grandes fonctionnalités avancées qui vont être principalement, ça va nous occuper une bonne partie de ce webcast, qui est le live query. Je viendrai un peu plus en détail sur ce qu'est le live query, à quoi ça sert, comment ça marche. Et ensuite, on parlera aussi des API, qui est quelque chose qui a été très demandé et très plébiscité par les développeurs pour pouvoir piloter et automatiser certaines actions qu'on peut avoir avec Power BI. La petite minute publicitaire en règle, donc je me présente, je suis Jean-Pierre Ayel. Je m'occupe d'une équipe Data et BI chez un pure player Microsoft qui s'appelle Azeo, mais je suis également MVP sur SQL Server depuis de nombreuses années, et je fais partie du board du groupe des utilisateurs SQL Server. Voilà, donc vous pouvez retrouver toutes mes informations, Twitter, blog. Je vous encourage vivement à suivre un petit peu pour justement suivre toutes les nouveautés qu'on peut avoir autour de Power BI. Allez, on referme cette parenthèse publicitaire, on va rentrer dans le vif du sujet. On est là pour parler de Power BI V2 et notamment de deux fonctionnalités un petit peu avancées. Alors, juste pour introduire un petit peu, alors si vous avez regardé le précédent webcast, il va y avoir un petit peu de redite, mais l'idée c'est que oui, on a bien une V2 à Power BI. L'idée c'est que il y avait énormément de limitations. Alors, énormément, je vais un petit peu tempérer mes propos. On avait quelques limitations à cette version 1 qui fonctionne très bien, mais sur lesquelles il y avait des choses qu'on ne pouvait pas faire, comme par exemple se connecter directement en live sur Analysis Services. On était obligé de passer, même s'il y avait la Data Management Gateway, on va y revenir un tout petit peu, même si bien évidemment avec Power Query on pouvait créer des sortes de petits data mart de nos cubes et les mettre sur le portail, mais voilà, on n'avait pas une connexion live directement sur nos cubes, et notamment pour gérer la sécurité ou des choses comme ça. Donc ça c'est un exemple de limitation qu'on pouvait avoir, et donc Microsoft qui investit énormément dans Power BI, vous pouvez le voir, il y a des mises à jour quasiment mensuelles sur les différents produits. Donc Microsoft investit beaucoup, et ben l'idée c'est on arrive enfin à une version majeure. Alors moi je l'appelle V2, ce n'est que moi qui l'appelle V2, hein, il n'y a pas de nom officiel. Microsoft parle juste de Power BI, donc on peut l'appeler V2, VNext, etc. Donc Microsoft a une version majeure en préparation, et donc elle est actuellement en preview. Je ne parle pas d'une version que vous pouvez mettre en production, alors après ça n'engage que vous, mais on parle bien d'une version qui est en preview, et sur laquelle vous pouvez commencer à jouer, à regarder un petit peu comment ça fonctionne, quelles sont les nouveautés, comment ça peut améliorer l'usage que vous avez de Power BI. Alors j'ai juste mis, je ne vais pas rentrer dans le détail des nouveautés, pour ça je vous encourage à regarder le précédent webcast, mais l'idée c'est que dans les nouveautés on garde bien quelque chose qui est en software as a service. Power BI est bien du software as a service, on est bien sur le cloud, sauf qu'on n'est plus forcément dans Office 365, hein, on parle juste du portail Power BI. On a bien une partie on-prem, donc Excel reste un outil de création de dashboard et d'éléments BI, mais on a un nouvel outil qui s'appelle Power BI Designer. Et donc voilà, ces deux parties constituent finalement ce nouveau Power BI. Donc quelques nouveautés au niveau du portail, quelques nouveautés au niveau de la création, donc notamment ce Power BI Designer. Mais ce qui va nous intéresser aujourd'hui, c'est deux nouveautés un peu plus intéressantes. La première, c'est finalement cette fameuse connexion en live. On parle bien de connexion en live, on ne parle pas de la Data Management Gateway, on parle bien d'aller que les dashboards puissent se connecter directement sur vos cubes, sur vos assets existants on-prem. Donc pour ça, on va parler de l'Analysis Services Connector, mais la fonctionnalité s'appelle Live Query. On va rentrer un petit peu en détail sur cette fonctionnalité. Et la deuxième nouveauté dont on va parler aussi dans ce webcast, ce sont les API, alors qui sont aussi en preview, sur lesquelles toutes ne sont pas ouvertes d'ailleurs. Certaines sont en preview privée, mais il y en a quelques-unes qui sont en preview publique. Mais l'idée c'est de voir un petit peu ce qu'on peut faire et comment elles fonctionnent.
N'hésitez pas si vous avez des questions, comme il y a beaucoup de nouveautés dans cette version de Power BI, notez les questions dans le chat, j'essaierai d'y répondre un petit peu au fil de l'eau pour éviter de prendre toutes les questions à la fin, notamment quand on va couvrir des sujets qui sont un petit peu différents entre Live Query et les API, donc n'hésitez pas à poser vos questions au fur et à mesure, je ferai des petites pauses pour y répondre. Allez, allons-y avec le fameux Live Query, ou qu'on peut appeler aussi SSS Connector. Et le mieux, c'est tout simplement de faire une démo. Alors la démo, elle va être très simple. D'ailleurs, je m'aperçois que je ne me suis pas connecté à ma VM. Est-ce que je l'ai toujours ouvert? Alors, ici, quand je suis sur mon nouveau portail Power BI, alors il n'est pas forcément visuel, mais voilà, ça ressemble un petit peu à ça. Vous avez aussi un exemple ici, donc on a le fameux tile dashboard, mais l'idée n'est pas de focaliser là-dessus, mais de se dire, ici je peux récupérer des datas. Et donc dans ces datas, j'ai différentes sources de données, et j'en ai une qui m'intéresse, c'est de me dire, ah, je peux me connecter sur de l'analysis services. Je vais cliquer sur Analysis Services, je vais me connecter, là il va tout simplement me lister, alors on ne parle pas forcément de passerelles, mais de serveurs finalement Analysis Services qui sont disponibles depuis le cloud. Ici j'en ai un tout simplement, alors je vais aller me connecter sur la VM, hop, on va fermer ça, donc elle est ici ma VM, il faut juste que je me connecte. Ici, j'ai une VM tout simplement avec un Analysis Services qui tourne. Hop, avec même un petit profiler. On va le laisser, on va le faire tourner. Hop, donc là, je fais tourner mon profiler. Ceci juste pour tout à l'heure. Mais ici, j'ai bien finalement une machine qui se trouve sur le cloud, sur lequel j'ai un cube tabulaire. Hop, le temps de m'y connecter, de vous montrer avec... Hop, avec différents cubes. Donc ici, on vient ici, j'ai ici le AW Tabular Model, donc de l'AdventureWorks, tout ce qu'il y a de plus classique. Et donc je vais pouvoir y accéder depuis quoi? Depuis mon portail Power BI. On le voit ici, donc je vais pouvoir m'y connecter. Il va me lister les différents cubes qu'il voit. Alors là, on est sur du tabulaire, donc on va parler de perspective, hein, donc il va voir les différentes perspectives. Et une fois que je suis dessus et que je vais me connecter, il va me proposer finalement le tableau de bord, donc un petit peu comme si j'étais sur un Power View. Alors à chaque fois je le recrée, hein, je me fais avoir, donc il est ici dans les datasets, donc c'est des sources de données qui sont à disposition. Et donc si je me connecte dessus, hop, le temps, donc il y a un petit peu de latence pour pouvoir se connecter directement au cube, mais on parlera de la sécurité, hein, il est bien connecté avec mon compte, mais j'ai bien ici mon modèle, et je peux donc aller chercher les différents éléments. Donc là j'ai du Sales Amount, hein, donc on est sur de l'AdventureWorks, tout ce qu'il y a de plus classique, du Sales Amount. Je vais ensuite pouvoir récupérer, par exemple, j'ai le Product Category Name, qui va être... On va laisser le temps de charger les données. Product Category Name, je vais mettre ça sur mon dashboard. Donc je fais tout simplement du drag and drop. En plus, je suis en tactile, donc je fais ça tout simplement avec mon doigt et voilà. Donc là, ici, j'ai bien récupéré finalement le Sales Amount par catégorie. Je peux très bien imaginer mettre la sous-catégorie. Je dois l'avoir quelque part. Parce que j'ai la sous-catégorie. Hop, subcatégorie name. Hop, je vais le mettre ici. Je vais pouvoir faire du drill down. Donc si je vais dans Bikes par exemple et que je double-clique, hop, on va faire du drill down sur ma dimension. Voilà, road bikes, etc. Si je veux sortir et regarder road bikes, hop, il va faire un petit zoom. Là, je vais pouvoir changer la visualisation, etc., etc. Donc vous voyez, vous comprenez le principe. Hein. Je suis sur mon Power BI V2. Je suis connecté directement sur un cube et pour s'en prouver, donc vous voyez bien ici que hop, NT username, alors c'est avec ASEO, mais vous voyez bien ici des DAX queries qui sont faites ici, avec du calculate table, et on retrouve bien product subcatégorie, etc. Donc j'ai bien quelque chose qui a été tapé, mon cube, directement en live sur mon serveur on-prem. Alors là je suis sur du IaaS Azure, mais je suis bien sur le on-prem. Alors, donc voilà pour la démo, voilà comment... la description de la fonctionnalité. Hein. Donc l'idée c'est bien, je suis sur mon dashboard et je vais me connecter directement là-dessus. Je vous ai parlé de la sécurité et on va faire un petit zoom sur la sécurité et je vous ai dit que ça prenait bien mon login sur lequel je suis connecté. Hein. Donc si je ici, si je reviens sur mon tenant, ici, je suis connecté en Jean-Pierre IL, webcastgus@salingro.net, hein, donc c'est mon adresse email. Donc,
c'est avec ça que je suis censé me connecter, donc avoir la sécurité qui est liée. Et ce que vous pouvez voir, si je reviens sur mon profiler, c'est que vous pouvez voir que le NT username, c'est SSAS admin. Et là, vous devez vous dire, bon, en fait, la sécurité, il ne doit pas trop la passer. Alors en fait, ça utilise tout simplement, je vais le montrer avec un slide, mais là, je vais juste vous le montrer dans le profiler. Mais ça utilise en fait une technique qui est présente dans Analysis Services depuis un moment, puisque c'est une technique qu'on utilise notamment quand on a des topologies Kerberos un petit peu compliquées, avec notamment du multi-domaine. C'est ce qu'on appelle l'effective username. L'effective username, tout simplement, dans la requête, à un moment sur ma connexion, je vais essayer de le trouver là, j'ai des informations ici. Alors, admins, c'est le rôle qui est utilisé, le rôle au sens Analysis Services du terme. Hop, et donc là, vous pouvez voir que dans les informations de ma session, j'ai bien un effective username. Alors désolé, j'ai pas démarré Zoom It, vous zoomerez par vous-même, mais ici j'ai bien un nœud XML dans les informations de ma connexion qui porte bien effective username, et vous voyez quoi? webcastgus@salingro.net. Donc c'est bien moi qui est référencé, qui va être utilisé justement comme contexte de la session. Ça, c'est la technique de l'effective username. Je vous renvoie vers la TechNet ou la MSDN pour avoir des informations là-dessus. Alors, revenons un petit peu avec les slides et revenons une petite explication. Hop. Donc, premièrement, j'aurais pu mettre un schéma, mais vous avez pu voir qu'il nous fallait une brique au milieu qui s'appelle le Power BI Analysis Services Connector, qui est finalement un service Windows. Et si je faisais un énorme raccourci, alors pas si énorme que ça, c'est tout simplement une branche de développement de la Data Management Gateway. Donc la DMG, vous la connaissez, c'est ce qui permet actuellement de pouvoir faire du refresh de Power Query ou de Power Pivot qui se trouverait sur maintenant Office 365 Power BI, et d'aller chercher des données qui se trouveraient on-prem, donc des fichiers sur un répertoire, du SQL Server, de l'Oracle, etc. On utilise la Data Management Gateway pour faire ça. Tout simplement, l'Analysis Service Connector, c'est tout simplement une branche de développement. Rappelez-vous, on est en preview. Donc forcément, ça on se doute bien que ça va être mergé à un moment ou à un autre, et que ça s'appellera peut-être tout simplement Data Management Gateway. Mais actuellement, on est bien sur une version différente. C'est pas les mêmes versions en termes de binaire, donc c'est incompatible avec la version actuelle. Donc vous ne pouvez pas avoir une DMG et l'AS Connector sur le même serveur. Juste pour vous montrer à quoi ça ressemble sur ma VM. Hop, donc tout simplement, j'ouvre le Power BI Analysis Services Connector. Les interfaces sont un petit peu différentes que celles de la Data Management Gateway. Juste le temps que ça s'affiche, plus la latence pour vous, ça va arriver dans ce webcast. Allez. Alors, pour aller plus vite, je vais tout simplement ouvrir. Alors c'est un fake, vous voyez qu'ici il y a la DMG et l'Analysis Services Connector, il y en a un qui a écrasé l'autre, les deux ne peuvent pas marcher au même moment. Donc voilà à quoi ça ressemble, donc on a une application très moderne, on va dire, qui prend quoi? Tout simplement l'Analysis Services sur lequel elle va se connecter, donc ça c'est mon instance. Avec quoi elle se connecte, le fameux compte SSAS admin, on y reviendra avec la sécurité. Un petit friendly name, là c'est tout simplement ce que je veux avoir côté portail. Le portail me présentait finalement les instances qui existaient, une petite description, et vous voyez que je ne peux pas faire grand chose d'autre, à part ici éditer, et donc éditer ces informations, mais on imagine bien qu'il va y avoir des notions de certificat, de chiffrement, tous ces éléments-là arriveront, j'imagine, je ne fais que de la spéculation, ici. Donc voilà à quoi ressemble ce service Windows. Vous l'avez ici dans les services. Si vous cherchez Analysis Services, vous ne le trouverez pas, mais oh magie, si je vais à la lettre D, j'ai quoi? J'ai, alors forcément, alors je vais les trier par nom, ça sera peut-être plus simple. Hop, des Data Management Gateway as Service Running. Donc c'est bien la DMG qui tourne derrière et qui va faire ce travail-là. Donc voilà à quoi sert l'Analysis Services Connector. On est encore une fois en preview, donc c'est pas aussi riche que la Data Management Gateway, donc on imagine qu'arriveront tout ce qui est scale-out, certificat, chiffrement, multi-instance, haute disponibilité, enfin voilà, tous ces trucs-là arriveront. Pour l'instant, c'est un par machine qui est connecté à un Analysis Services unique. Regardons ça d'un petit peu plus près. Si on regarde ça d'un point de vue séquence, tout simplement, on a l'AS Connector qui a une patte à l'extérieur, donc qui va être appelée par notre portail, et qui va se connecter à Analysis Services tabulaire.
Ce qui est important, c'est que Analysis Tabulaire, vous le savez, c'est de la notification Windows avec donc de l'AD. Donc vous avez ici on-prem, vous avez votre domaine, ici par exemple azeo.com, avec votre Active Directory. Et donc si vous voulez autoriser des gens dans votre Analysis Tabulaire, on est bien d'accord que vous devez dans votre Active Directory créer l'utilisateur et lui donner les droits. C'est ce que j'ai fait. Mon webcast gus@salingro.net est un utilisateur de mon AD sur lequel j'ai tout simplement affecté au rôle admins, celui que vous avez vu tout à l'heure dans le profiler. Je l'ai affecté dans le rôle là et tout simplement il a les droits de faire ça. L'AS Connector, tout simplement, vous avez vu, il tournait avec SSAS Admin. Donc c'est avec ça qu'il va se connecter. Et vous doutez bien que si j'ai appelé mon compte de service SSAS Admin, c'est que tout simplement il est admin de toute mon instance Analysis Services. Maintenant, qu'est-ce qui se passe quand jp@azeo.com se connecte au portail qui lui-même va faire une requête sur Analysis Services Tabulaire? Tout simplement, il va transférer dans toutes ces requêtes le fameux effective username égale jp@azeo.com. C'est ce que je vous disais. Il met ça dans ses informations de connexion. Et en fait, qu'est-ce qui se passe? Tout simplement, le compte SSAS Admin va tout simplement faire l'impersonate pour vous dans SSAS Tabulaire. Alors on peut se dire, oui, mais à ce moment-là, j'ai qu'à juste dire le bigboss@azeo.com et comme ça marchera. Bien évidemment, il y a toute une chaîne de sécurisation. Si vous faites ça en Kerberos, bien évidemment, vous devez être à tous les niveaux et notamment au niveau du distributeur de jetons. Là, en fait, comme d'ailleurs pour un SharePoint on-prem, vous faites confiance en fait à l'ensemble de la chaîne. C'est pas vous qui mettez l'effectif username, c'est bien Power BI qui va le faire pour vous. Donc on est bien d'accord que l'idée c'est pas juste de faire un fake et de dire tiens t'as qu'à dire que je suis telle personne. C'est le cloud qui le fait avec bien sûr toute la sécurité qui va bien quand il se connecte à l'AS Connector, qui lui tourne avec un compte à privilège, donc lui a le droit de faire ça puisque il le fait pour vous mais il le fait de façon sécurisée. Donc on fait confiance à l'ensemble de la chaîne et c'est ça qui nous permet finalement d'avoir jp@azeo.com qui est poussé jusqu'au bout sur l'analysis services tabulaire. Donc voici comment ça fonctionne pour ça. Un dernier mot sur la sécurité, je répondrai à la question qui a été posée sur les données. Donc on parle bien d'authentification Windows, on utilise la technique du effective username. Il faut bien déclarer votre utilisateur dans l'Active Directory. S'il n'est pas déclaré, ça ne marche pas. Vous aurez tout simplement alors d'ailleurs je ne sais même pas quelle erreur on a, il faudrait que je teste, mais peut-être un Anonymous Logon, un petit peu comme quand votre Kerberos est mal configuré. Et enfin, le dernier point, c'est que finalement, vous n'êtes pas obligé de fédérer les AD. Si je reviens sur mon schéma ici, on a bien deux espaces différents. Et donc vous savez que dans Azure, on peut très bien dire que cet espace d'Azure, ce qu'on appelle le tenant, fasse partie finalement du même domaine, donc qui est un équivalent avec ce qu'on appelle l'Azure AD, et que finalement, il y ait un seul AD pour les deux côtés, donc un Active Directory hybride. Ça, c'est pas un prérequis pour pouvoir fonctionner. Maintenant, j'ai mis pour le moment, parce que je ne sais pas comment ça va évoluer. Vous allez voir, on va parler après des API, où là on a une obligation de fédération d'AD, donc je ne sais pas si ce sera quelque chose qui sera obligatoire dans la version Pro ou la version finale de Power BI, telle qu'elle est là. Actuellement, finalement, il se base juste sur le mail sur lequel on est logué, et il le transmet en tant qu'effective username. Donc, à voir. Pour pouvoir faire ça, puisque quand on sera à un niveau entreprise, vous doutez bien qu'il va falloir un moment un administrateur qui crée des comptes, qui crée des utilisateurs, donc je ne sais pas comment ça fonctionnera. Alors, une petite question sur les données avant de passer au deuxième sujet qui est les API Power BI. Donc une question de Vivien qui demande si les données sont remontées sur app.powerbi.com, j'imagine. Évidemment, maintenant, est-ce qu'elles sont stockées localement ? Alors j'imagine qu'il doit y avoir peut-être du cache ou des éléments comme ça, mais étant donné que c'est bien la requête qui transite avec mon compte à moi, le cube c'est pas l'ensemble de mon cube tabulaire qui est remonté, c'est bien les requêtes qui sont exécutées et le résultat de la requête. Donc ce qui transite, c'est uniquement les données qui doivent être affichées. Donc alors après, reste la question du data refresh quand tu auras le data refresh en place. Actuellement, c'est pas une fonctionnalité qui est disponible avec laquelle on peut jouer. Donc il faudra juste voir un peu sur le data refresh si finalement, un petit peu comme des abonnements reporting services, on aura quelque chose qui va tourner tous les matins, qui va aller exécuter la requête avec un compte bien particulier et qui va donc
préloader votre dashboard pour avoir quelque chose de beaucoup plus frais, ou est-ce que ça sera utilisable uniquement par l'utilisateur en mode slice and dice? Je ne sais pas, mais en tout cas, oui, il se posera la question de la petite partie de cache qu'il y aura côté Power BI. Donc dans tous les cas, les données transitent par le tenant Power BI. Donc si on a un problème que les données ne doivent pas transiter par le tenant Power BI, en effet, ça peut poser souci, puisque on a quand même une partie cloud. Toute la reste est sur le cloud, donc voilà, forcément, on a cette partie-là. Donc je ne sais pas si ça répond à la question de Vivien. Ok. On va passer sur une deuxième fonctionnalité. Si vous avez d'autres questions sur le live query, n'hésitez pas, hein, j'y répondrai volontiers. Mais je vais passer sur les API Power BI. Alors les API Power BI, voilà, il manquait une petite animation. Pourquoi faire des API Power BI? Donc déjà en préambule, comme je vous disais, c'est très plébiscité par les développeurs. Moi y compris, on a tous envie de piloter du Power Query, du Power BI, de créer des modèles à la volée. Je sais qu'il y a plein de trucs et astuces qui traînent sur comment, avec du VBA, bidouiller notre modèle Power Pivot. Ben, Microsoft l'entend bien, et donc ils ont profité. Ça a été vraiment un des éléments du cahier des charges de cette seconde version, donc cette VNext de Power BI, c'est de mettre finalement des API pour les développeurs pour que vous puissiez automatiser, faire tout un tas de choses avec Power BI. Alors, ce qu'on peut faire, donc là c'est tout simplement à la page, si vous allez sur la doc, sur la page d'introduction des API, finalement on a 4 grosses API que je vais un petit peu détailler. La première, c'est tout simplement pour pouvoir créer des dashboards un petit peu de temps réel. L'idée c'est de pouvoir finalement injecter de la donnée et pouvoir rafraîchir les modèles Power Pivot. Actuellement, vous savez que toute la stack Power BI, et je serais tenté de dire même Power Pivot depuis l'origine, on est un petit peu sur de l'inverse. C'est globalement, c'est l'utilisateur qui appuie sur le bouton refresh, et ensuite on déroule jusqu'à la source, on va récupérer, on rafraîchit les données. Là, l'idée c'est de faire un petit peu l'inverse, c'est de faire du push. C'est cette API que je vais détailler, puisque c'est la seule qui actuellement est ouverte de façon publique, et sur laquelle vous pouvez aussi jouer. Deuxième élément qu'on peut faire sur les API Power BI, c'est tout simplement de développer des connecteurs pour vos sources de données. Encore une fois, ce que je disais tout à l'heure, c'est l'idée n'est pas d'avoir des connecteurs techniques, de se dire moi je vais développer un connecteur MySQL, un connecteur DB2. L'idée c'est de créer des connecteurs métiers, verticaux. On emploie souvent le terme verticaux. Donc par exemple, vous avez les grands éditeurs. Vous avez pu voir qu'il y avait des connecteurs Salesforce, Zendesk, etc. Donc on peut très bien imaginer ça. Mais vous, en tant qu'éditeur, si vous êtes éditeur et que vous éditez une solution logicielle quelconque, en fait vous avez peut-être envie d'avoir votre solution apparaître et de dire à vos utilisateurs, si je veux m'y connecter, j'ai pas besoin de savoir dans quelle table je vais chercher l'information. Je vais tout simplement donner mon nom, mon login, et derrière, en fait, vous savez ce qu'il faut lui ramener comme données. Donc on a vraiment quelque chose de fonctionnel là-dessus. Donc l'idée c'est de pouvoir créer vos propres connecteurs et de les mettre à disposition dans Power BI. Sous quelle forme? Je n'en ai aucune idée. Sous quelles conditions? Je n'en ai aucune idée. Pure spéculation de ma part, la mode est au store. Vous avez un store pour Office, vous avez un store pour SharePoint, vous avez un store pour les applications Windows. Pour le data market, pour les data, vous avez un store. On pourrait très bien imaginer que demain on ait un store aussi pour avoir ce type de connecteur. Troisième façon de faire de l'extensibilité, d'étendre finalement Power BI, c'est tout simplement de créer des applications clés en main. Là, on n'est pas que sur la connexion à la source de données, cette connexion métier, on va être aussi sur les dashboards, les reports, des mesures, des modèles Power Pivot. Donc l'idée, ça va être vraiment d'avoir quelque chose de complet que les utilisateurs vont pouvoir consommer au final. Donc ça c'est pareil, c'est des demandes d'éditeurs de se dire nous on aimerait bien vendre notre solution. Alors Microsoft en est le premier, Dynamics CRM par exemple, aime bien développer des dashboards tout prêts pour des commerciaux, des directeurs commerciaux, etc. L'idée c'est que demain on va pas juste aller chercher la donnée et créer nos propres modèles, on va aussi pourquoi pas consommer des trucs tout prêts qui ont été créés par des éditeurs. Et enfin le dernier point, qui rejoint le premier au final, mais qui est pour l'instant en preview privé, c'est tout simplement de pouvoir connecter
les dashboards Power BI avec du Stream Analytics, donc Azure Stream Analytics. Si vous ne connaissez pas, je vous laisserai aller voir ce qu'est Stream Analytics, mais l'idée c'est vraiment de faire de la gestion temps réel des données, donc d'avoir quelque chose qui va être branché sur, je sais pas moi, des terminaux, des POS, hein, des point of sale, des terminaux de paiement, pourquoi pas votre base de données OLTP, d'avoir un flux de données et de l'injecter directement dans Power BI. Il y a quelques démos qui se trouvent sur YouTube et sur Internet, quelques vidéos qui sont faites par Microsoft. Il y en avait quelques-unes au Tech Days où finalement on voit le dashboard Power BI qui se met à jour tout seul comme un grand. Donc là on parle pas juste de faire un F5 et de voir ça. On a quelque chose qui se met à jour tout seul. Power BI c'est voir les données arriver et donc faire quelque chose de très temps réel. Justement Romain vous donne des éléments pour justement voir ça, et d'ailleurs il est bien placé pour le savoir puisqu'il a animé une session au Tech Days pour montrer justement comment injecter de la donnée dans Power BI, donc non pas avec Stream Analytics mais avec Storm qui est son cousin éloigné. Avant de passer dans le détail des API, je prends juste la question de Vivien. Avec ces API, on ne décroche pas un peu du Power BI développé pour les utilisateurs finaux, comme c'était le cas pour faire la possibilité de faire du M. Et ça y est, fonctionnalité réservée entièrement à l'IT. Alors, pour répondre à ta question, l'idée c'est pas un changement de positionnement qu'a Microsoft. C'est un petit peu comme avec Excel et Power BI Designer. L'idée c'est de dire, en effet, si vous avez une démarche de Self-Service BI, vos utilisateurs peuvent très bien aller cruncher, aller chercher eux-mêmes la donnée, créer leur propre modèle, leur propre calcul, leur propre dashboard, les partager, les faire vivre, les mettre dans Data Catalog, etc. Ça reste. C'est pas quelque chose qui va être complètement retiré. Mais l'idée, c'est, et je confirme que je le vois chez de nombreux clients, on a bien sûr énormément de gens qui n'ont ne serait-ce que pas le temps de faire ça. Et qui, eux, ont peut-être envie de dire, bah écoutez, moi j'aimerais bien, là j'ai acheté un produit qui s'appelle, je sais pas moi, Toto Finance. Ben, j'aimerais bien moi que Toto Finance, dans mon Power BI, j'ai un dashboard Toto Finance tout prêt, je suis prêt à vous l'acheter, je suis prêt à vous le payer, créez-le pour moi. Et bien là l'idée c'est justement pour ça qu'on ouvre avec les API, c'est pour finalement offrir plus de choses aux utilisateurs. C'est-à-dire il y a le do it yourself et puis il y a aussi le c'est pré-mâché, les utilisateurs vont pouvoir consommer des choses toutes prêtes. Donc il y a de la diversité, l'idée c'est pas de dire bah non, Microsoft a décidé que chacun devait faire ses propres rapports, donc vous devez apprendre le M et apprendre le DAX. L'idée c'est pas de le prendre de ce truc là, c'est de dire si vous voulez faire des trucs par vous-même, vous pouvez apprendre le M et vous pouvez apprendre le DAX. Maintenant vous avez aussi tout un catalogue de choses existantes et vous pouvez le consommer. Si je fais une petite analogie, imaginez que par exemple sur Windows Phone ou même Windows 8 on avait dit aux gens bah en fait, le seul moyen d'avoir des applications, bah, codez-les vous-même. Vous voyez, c'est simple, vous les codez et vous les créez. Bah non, il y a le store à côté. Évidemment, tout à chacun peut les créer. Je suis d'accord, c'est un petit peu plus compliqué de faire du développement d'applicatifs, mais l'idée c'est d'avoir des purs consommateurs de solutions toutes prêtes. Et puis il y a une vraie demande hein, du marché là-dessus. Donc j'espère avoir répondu à ta question. Je vais avancer un petit peu dans mes slides. Donc là, j'ai juste remis sous forme de bullet point un peu les quatre façons d'étendre, de faire de l'extensibility avec Power BI. Et donc là, on va se concentrer à la première, aux deux premières, qui est finalement manipuler les modèles et charger des données, puisque c'est la seule qui est actuellement ouverte, sur laquelle vous pouvez jouer un petit peu avec. Je préviens tout de suite qu'il n'y aura pas de démo, j'ai encore quelques soucis avec ma fédération d'AD, j'en parlerai peut-être à la fin s'il nous reste un petit peu de temps, mais l'idée c'est de parler un petit peu de comment fonctionnent ces API, que vous ayez une vision un petit peu de comment Microsoft réfléchit ces API. Alors, vous avez peut-être pu voir dans le slide précédent qu'on parle de REST, d'API REST. C'est très à la mode, mais en même temps c'est super pratique. L'idée c'est de pouvoir se connecter à un service et de pouvoir requêter des objets, de faire des actions, tout simplement, avec quelque chose d'assez simple. Hein. Le protocole HTTP, il est très bien fait pour ça. On a l'URL qui nous permet de savoir le quoi, et dans le message post ou get, on va savoir le comment ou donner les paramètres pour pouvoir faire ça. Mais avant de pouvoir avancer, la première chose c'est de pouvoir s'authentifier. Parce que l'idée c'est de ne pas ouvrir les API un petit peu n'importe comment. Et on a quelque chose qui est très en vogue dans ce monde 2.0, hein, Facebook, Twitter, Foursquare, Viadeo, LinkedIn, tous utilisent un protocole qui s'appelle OAuth.
2.0, alors il faut le préciser, puisque c'est la version actuellement qui est utilisée par tout le monde, qui est un protocole d'authentification. Je vous ai mis le schéma, c'est assez compliqué à mettre en place, mais si je vous le résume un petit peu en 2 mots, l'idée de OAuth, c'est de se dire que le consommateur de l'API doit être quelqu'un de référencé, doit être une application qui va être référencée, qui est connue, qui a un ID, sur lequel je peux lui couper l'accès si j'ai besoin. Donc l'idée, c'est pas juste de dire j'ai une URL à dispo, et puis dès l'instant où j'ai le mot de passe, ou la clé, ou quelque chose comme ça, bah en fait je peux consommer, et puis je peux faire tout et n'importe quoi. C'est pas suffisamment sécurisé. L'idée, c'est de pouvoir se dire qu'au milieu, j'ai quelqu'un qui a autorisé une application à utiliser l'API. Et bien sûr, la réversibilité, c'est-à-dire que si je veux couper ça, j'ai bien sûr la liste des applications référencées et je peux couper. Donc là, c'est ce qu'on a, dans Power BI. Je vous montrerai ailleurs l'URL sur lequel on peut voir justement les applications déclarées et les fermer, mais on a bien tout ça côté Power BI V2 où on peut justement faire ça. Donc ça, c'était pour OAuth. Pour pouvoir s'authentifier, une fois qu'on est authentifié, bah, tout simplement, alors j'aurais dû le mettre après, mais voilà, on va faire des appels REST et on va parler en JSON pour tout ce qui va être passage d'éléments pour pouvoir, je vais prendre un exemple, on va voir le détail de l'API, mais si je veux par exemple créer un modèle, donc ou rajouter une table dans un modèle, bah, je vais avoir une description JSON de cette table. Donc on fait des appels REST, et on va lui passer du JSON. Et le dernier point, je l'ai mis au milieu, mais en fait on a une contrainte assez forte et c'est pour ça que je peux pas vous présenter de démo. C'est qu'il faut fédérer les AD entre Azure et on-prem pour pouvoir faire ça. Pourquoi? Parce que en plus de, enfin voilà, il y a dans le protocole d'authentification et de validation de votre application, il y a un moment il faut que ça soit dans le même AD. Et moi j'ai un petit problème, c'est que bon bah j'ai biaisé, hein, j'ai mon nom de domaine à moi qui a été pris, sauf qu'il est utilisé à un autre endroit dans Azure, ce qui fait que je ne peux pas le fédérer. Voilà, bon, vous savez tout, donc ce qui fait que j'ai ce petit blocage et donc je ne peux pas autoriser finalement l'application. Et ça c'est lié à la preview tout simplement, hein, parce que puis j'ai créé beaucoup de comptes de test, mais c'est lié à la preview où j'arrive pas à faire cette fédération. Mais sinon, certains l'ont pu tester. Je pense que Romain a déjà testé ça. Donc c'est quelque chose qui fonctionne. Hein, voilà. Mais on va parler justement de ces API. Alors les API, à quoi elles ressemblent? Bah, vous avez quelque chose comme ça, hein, api.powerbi.com. Là, vous doutez bien, c'est le point d'entrée que vous allez avoir. Et bien évidemment, je vous disais, avec l'URL, vous construisez finalement le quoi, ce que vous voulez faire. Donc là, tenant, collection, key, etc., pour pouvoir faire ça. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on va faire avec cette API? Ben, tout simplement, on va pouvoir manipuler notre modèle et finalement tout ce qu'on a dans notre tenant Power BI. Donc déjà, on va manipuler des objets. Alors, tout à l'heure, il y a une petite remarque sur le mot dataset. Donc dataset, finalement, ça correspond au modèle. Hein, quand on parle de dataset, ça correspond au modèle. Donc un modèle Power Pivot est vu comme un dataset. Donc on va le référencer comme ça. À l'intérieur du dataset, on a des tables. Donc là, jusqu'ici, tout va bien. Vous doutez bien qu'on a des tables. Alors, tables plus les relations entre les tables, mais on a les tables qui constituent notre modèle. Donc on est bien sur la même analogie qu'on peut avoir avec un Power Pivot. Et bien sûr, cette table, elle contient quoi? Elle contient des lignes. Et tout simplement, avec des opérations de get, put, post et delete, ben on va pouvoir tout simplement créer une table, créer un modèle, injecter des lignes, supprimer des lignes si on veut faire de la purge. Donc vous avez tous les éléments. Alors c'est un peu raccourci, il y a d'autres éléments, mais vous avez toute l'API. Alors dans les slides, il y aura les liens, hein, mais vous avez toute l'API qui vous permet de voir ce que vous pouvez faire. Mais globalement, si je le résume, ce qu'on va pouvoir faire avec cette API, c'est que je vais pouvoir finalement injecter de la donnée. Rappelez-vous, on imagine aussi des éditeurs qui vont avoir des solutions clés en main. Il y a bien un moment où il va falloir pousser la donnée dans les modèles. Ben, on peut très bien imaginer que derrière, ils vont avoir des services qui vont appeler ces API régulièrement pour pouvoir injecter des nouvelles données mensuelles, quotidiennes, à l'heure, etc. Voire faire du temps réel, puisque là, l'idée, c'est que dès qu'on pousse, le dashboard se met en ligne. Vous avez des démos sur YouTube ou les vidéos des Tech Days qui vous montrent ça, mais l'idée, c'est que vraiment, dès l'instant où je fais mon post des différentes rows, je vais avoir une petite syntaxe pour vous montrer ça, je vais pousser les informations directement dedans et le dashboard va se mettre à jour
en temps réel. Donc là, c'est ce qu'on peut faire avec cette API. Vous pouvez donc créer des modèles, mettre à jour des modèles et injecter des données dans des modèles. Ce qui est le dernier point étant pour moi le scénario le plus intéressant qu'on peut imaginer. Un petit exemple, tout simplement, voilà, j'ai mon post sur, par exemple ici, donc api.powerbi.com, /alingro parce que ça va être mon tenant, /dataset, le dataset 1, 2, 3, puisque là on va parler d'ID, alors c'est plutôt un GUID, mais je voulais faire court, /tables, /courses, admettons que j'ai une table courses, /rows, et là donc je vais injecter, je vais faire un post là-dessus, et je vais lui envoyer un petit JSON. Et le JSON, tout simplement, vous connaissez la syntaxe, c'est un XML simplifié. Donc là, ici, tout simplement, j'ai un objet qui contient des rows, qui sont quoi? Un tableau de quoi? Un tableau d'objets qui contiennent des propriétés product ID égale 1, name égale power pivot, catégorie égale training, isComplete égale true, done égale machin. Donc finalement, vous voyez, donc là, il n'y a qu'une ligne, bien évidemment, mais j'aurais très bien pu mettre différentes lignes. Et là, l'idée, c'est que quand je vais avoir exécuté ça, il va injecter les lignes directement dans mon modèle. Donc on est bien en push pour rafraîchir les modèles et pas en pull où c'est bien l'utilisateur qui va soit planifier un data refresh, soit appuyer sur le bouton refresh. Donc c'est bien nous de notre côté développeur entre guillemets qu'on va envoyer les données directement dans Power Pivot. Je voulais juste vous montrer et on terminera avec ça parce que je crois que j'ai explosé les temps. Je voulais juste vous montrer, il y a une application de test, je crois que Romain a mis des infos, voilà, on a GitHub. Ah oui, non, mais ça, c'est pas le truc de Microsoft. Mais Microsoft fournit une application clé en main. Alors, je ne vais pas la détailler ici, mais on est bien sur du code.NET, sur lequel vous avez des HTTP requests, et dans ces HTTP requests, on va construire donc du JSON. Hop, je sais plus où il est l'encodeur JSON, mais l'idée c'est de pouvoir appeler justement mon API. Je crois, voilà, on a des éléments ici, donc justement, là on a tous les éléments qui sont liés au protocole OAuth, donc avec un client ID, des ressources, des éléments comme ça. Et donc là, je vais bien avoir un dataset, une table, et je vais pouvoir faire là-dedans. Donc si vous voulez jouer avec, l'application, elle est toute prête, elle se trouve... elle est disponible depuis powerbi.com, vous avez tous les éléments. Donc l'application existe, les API sont plutôt bien documentées. Hop, c'est pas ça que je voulais vous montrer. Donc vous avez le schéma OAuth qui est ici, donc comment justement faire fonctionner votre application. Et derrière, la Power BI API référence. Donc là par exemple, vous voyez, on avait justement le add rows to table. Donc, vous voyez, l'exemple que j'ai récupéré, il vient bien de la MSDN, on a tous ces éléments. Maintenant, sachez qu'il y a encore des limitations. Par exemple, pour les push, vous devez faire du batch. C'est à vous de faire le batch size de 10 000 enregistrements maximum, etc. etc. Donc de faire ça. Vous avez aussi un throughput, donc un débit à respecter pour pouvoir faire ça. Ces limitations, elles seront certainement levées avec les versions. Mais voilà, c'est comme toute API. Vous êtes développeur, vous devez lire l'API, savoir comment elle fonctionne. Et après, vous n'avez plus qu'à envoyer tout ça. Donc globalement, powerbi.com, c'est votre point d'entrée qui va vous amener vers le code, la doc des API, les exemples, etc. Sur YouTube, vous avez des vidéos. Il y en a une autre aussi qui est intéressante qui a été postée cette semaine. Alors le monsieur du milieu, c'est Josh Kaplan. C'est lui d'ailleurs le développeur de ces API. Channel Line, j'imagine que vous connaissez. C'est vraiment des super webcasts, donc cette fois-ci avec la vidéo, qui nous montre ça. Donc il a fait un webcast qui dure 37 minutes sur justement l'utilisation de ces API-là. Donc vous pouvez vraiment creuser et faire ça. Sur les Tech Days, il y a eu aussi des démos qui ont été faites avec ces API. Vous avez tout sur Internet pour pouvoir démarrer. Cette API est ouverte, demandez juste, essayez juste de récupérer une version preview de Power BI et vous allez pouvoir jouer avec ces API. Donc voilà, donc comme je vous disais, pour aller plus loin, vous avez les webcasts et articles de Josh Kaplan, donc il s'appelle Josh Kaplan. Sinon ici, Joe Kaplan, c'est son petit nom de code sur Internet. Dernière question, donc petite question sur Power BI V2. Est-il prévu de pouvoir créer des mesures calculées directement dans des outils de reporting, un peu comme SSRS dans les datasets? Je ne sais pas. Je ne sais pas. C'est quelque chose qui, évidemment, là actuellement, on est bloqué dans Power BI Designer, on ne peut pas créer de mesures calculées, ne serait-ce que tout simplement avoir un éditeur DAX. C'est quelque chose qui va certainement arriver. Maintenant, je ne sais pas quand, je ne sais pas dans quelle version, je ne sais pas sous quel format. Voilà. S'il n'y a pas d'autres questions, on va conclure là ce deuxième webcast de février.
Alors, une question sur à la louche, quand seront les fonctionnalités. Même à la louche, je ne sais pas du tout. Microsoft travaille très très vite. Donc, ça peut très bien être le mois prochain, comme ça peut être dans 3 mois. Aucune idée. Aucune idée. Le mieux, c'est que il y a, je fais un petit peu de promo pour ça, mais si vous cherchez le User Voice, hop, si vous connaissez User Voice, hein, ça vous permet à vous de pouvoir voter pour des fonctionnalités et donc de les prioriser, de savoir quand est-ce qu'elles vont être planifiées. Donc ici, j'ai Power BI User Voice, sauf qu'à chaque fois, il me met sur l'admin. Hop. Donc Microsoft Power BI Support, ben là finalement vous avez, alors quand vous êtes logué, vous avez le droit à un crédit de 100 points et vous votez pour les fonctionnalités que vous voulez voir apparaître et bien sûr elles vont être priorisées et derrière on va avoir par exemple ici Possibility to see value in slicer completed, voilà, elle a été mise et développée et poussée. Donc là par exemple si je vais regarder Power BI, 475 propositions, je peux voter donc Integrate SSRS Report par exemple, qui est toujours under review. On pourra avoir directement du SSRS dans Power BI. Heatmaps in Power View, par exemple, under review. Et je vais essayer de vous en trouver une. Voilà, par exemple, DAX Editor in Power BI Designer, donc qui permettrait de créer des mesures. Ben, elle est planned. Voilà. Et donc, il y a 452 personnes qui ont voté pour ça. Voilà, et j'ai bien envie de voter puisque moi je suis pas logué là, mais j'ai certainement dû déjà voter là-dessus. Et donc voilà, donc ça vous permet finalement de pouvoir prioriser et de dire à Microsoft que cette fonctionnalité-là est plus importante qu'une autre. Parce que le backlog, vous imaginez bien, entre toutes les demandes de tout le monde, il y a un backlog qui est suffisamment conséquent. L'idée c'est pas de le finir avant de livrer quoi que ce soit, c'est de faire au fil de l'eau. Bah, pour ça, ils ont besoin de prioriser, et pour prioriser, il vous faut vos votes, vos informations. Donc pensez bien, hein, les mots-clés à retenir, User Voice, Power BI, et vous avez de quoi finalement donner tout ça. Ou sinon, c'est support.powerbi.com pour avoir ça. Voilà.